Sur un cargo, la seule plainte que tu entendras est le rugissement du moteur. Les paquets ne demandent pas habituellement de café ni de couverture supplémentaire. Mais derrière cette peinture usée se cache un secret. Ces avions opèrent avec une furie mécanique qu'un jet de passagers ne supporterait jamais. Aujourd'hui, nous découvrons pourquoi les machines les plus vieilles sont en réalité les plus fortes. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, où nous révélons la limite physique absolue que seuls les cargos osent franchir. Deux mondes, une même machine, philosophies opposées. Prenons un exemple concret pour que l'image soit claire. Un Boeing 757. Dans sa version de passager, c'est cet avion svelte, de fuselage étroit, qui durant des décennies a transporté des touristes vers les côtes de la Méditerranée ou des cadres entre villes européennes. Dans sa version de cargaison, c'est un cheval de bataille infatigable que UPS, FedEx ou DHL utilisent pour lancer des paquets à travers l'océan. La structure métallique, les ailes, les moteurs, le train d'atterrissage, tout est pratiquement identique. Alors, s'ils sont le même avion, pourquoi l'un se retire à 25 ans et l'autre continue actif à 40 ? La réponse est dans deux concepts que les ingénieurs aéronautiques manient avec une précision presque médicale. Heures de vol et cycle. Les heures de vol sont évidentes, le temps total que l'avion a passé dans l'air. Les cycles, en revanche, sont plus traîtres. Chaque cycle est un vol complet, depuis que l'avion commence à rouler pour décoller jusqu'à ce qu'il s'arrête à la porte de destination. Et à l'intérieur de chaque cycle, il se passe quelque chose de crucial. La pressurisation. Durant le décollage et la montée, le fuselage se gonfle pour maintenir une pression habitable à l'intérieur. Durant la descente et l'atterrissage, il se dégonfle. Ce processus de gonflage et dégonflage est comme plier une et encore une fois une canette de soda. Peu importe la force que soit le métal, avec le temps, la fatigue apparaît. Un avion commercial de court et moyen rayon, comme un Boeing 737 ou un Airbus 320, peut faire 4, 5 ou même 6 vols par jour. Cela sont 6 cycles de pressurisation quotidiens. En un an, il accumule plus de 1500 cycles. Un avion de cargaison, spécialement ceux qui opèrent dans le modèle nocturne de Hub and Spoke, a l'habitude de faire un vol d'aller au centre de distribution et un de retour. 1 ou 2 cycles par nuit. À l'an, peut-être 700 cycles. Quand un avion commercial arrive aux 25 ans, il peut avoir 60 000 heures de vol, mais aussi 50 000 cycles de pressurisation. Un cargo de 40 ans, en revanche, peut avoir 80 000 heures de vol, mais seulement 25 000 cycles. La fatigue du fuselage, l'ennemi silencieux qui provoque des fissures là où personne ne les voit, est beaucoup moindre dans le cargo. Ils ne vieillissent pas de la même manière parce que leur vie n'est pas la même. Le temps chronologique n'est pas le seul horloge qui compte. L'horloge des cycles est celui qui réellement use l'âme de l'avion. Le secret des numéros G, la résistance structurelle est la même. Un autre mythe très répandu est que les avions de cargaison viennent renforcés d'usine, comme s'ils avaient une armature cachée qui les rend plus résistants aux forces extrêmes. La réalité est beaucoup plus simple et surprenante. Ce sont les mêmes avions. Quand un Boeing 767 sort de la ligne de montage à Everett, Washington, sa structure est conçue pour supporter des forces maximales déterminées, indépendamment de s'il terminera converti en transport de passagers ou de cargaison. Nous parlons des fameux numéros G. Tout avion commercial est certifié pour supporter un facteur de charge limite de 2,5 G positif, 2 fois et demi son poids, en configuration propre, et un facteur de charge ultime de 1,5 fois cette limite, c'est-à-dire 3,75 gigas. Dépasser le facteur de charge ultime est le point théorique où la structure commencerait à se déformer ou échouer. Ce numéro est sacré. Peu importe si l'avion porte 200 passagers avec leurs valises ou 20 tonnes de pièces de rechange industrielles, la structure doit supporter la même chose. Alors, si la résistance est identique, d'où vient la perception que les cargos peuvent plus ? Cela vient de comment on utilise cette résistance. Un avion de passagers est limité non seulement par la structure, mais par le confort et la sécurité des êtres humains qu'il porte à l'intérieur. Un virage de 2G dans un commercial de passagers serait une expérience terrifiante. Les gens crieraient, les objets voleraient, les sièges subiraient des tensions pour lesquelles ils ne sont pas conçus. Dans un cargo, la cargaison va fixer avec des filets et des rails. Elle ne ressent pas de vertige. Elle ne se plaint pas. La limite physique est la même. Mais la limite opérative est beaucoup plus ample parce que le passager n'est pas une personne, mais un objet inanimé. Voler vide n'est pas voler léger. Il y a un autre facteur qui joue en faveur des cargos, et il a à voir avec comment se distribue le poids à l'intérieur de l'avion. Dans un vol commercial, les passagers sont une masse vive et désordonnée.
Ils s'asseyent là où leur billet l'indique, mais leur poids est variable. Leur centre de gravité individuel est imprévisible. Et, en plus, ils bougent. Ils peuvent aller aux toilettes. Ils peuvent s'entasser dans la partie avant, pendant qu'ils attendent pour débarquer. Les pilotes calculent le centre de gravité avant le décollage, en se basant sur des estimations, mais durant le vol, cette masse change légèrement. Le bagage, en plus, va dans des soutes désordonnées, dans des conteneurs qui ne sont pas toujours pleins de manière homogène. Dans un avion de cargaison, le scénario est radicalement différent. La marchandise voyage en unités de charge, UDLS, conteneurs et palettes standardisées qui se pèsent, se mesurent et se placent dans des positions exactes à l'intérieur du fuselage. Chaque palette va fixer au sol au moyen de rails et de systèmes de fixation qui empêchent n'importe quel mouvement. Les chargeurs sont des spécialistes en logistique qui calculent la position de chaque conteneur pour que le centre de gravité de l'avion soit au point optimal, non seulement pour le décollage, mais pour toutes les phases du vol. Le résultat est une structure soumise à des forces beaucoup plus prévisibles. Il n'y a pas de déplacement brusque de poids, il n'y a pas de masse qui se déplace soudainement. La cargaison est solide, stable et connue. Cela permet aux pilotes de voler avec plus de précision et, en cas de nécessité, de réaliser des manœuvres plus énergiques, sachant que le comportement de l'avion sera celui qu'ils attendent, sans surprise. La fatigue n'est pas la même pour tous. Revenons au concept de la fatigue, parce que c'est la clé pour comprendre la longévité de ces géants. Quand un avion décolle et monte à son altitude de croisière, la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du fuselage peut être de plus de demi-kilo par centimètre carré. Pour un avion comme le Boeing 747, cela signifie que la force totale qui agit sur le fuselage essayant de l'étendre est de plusieurs dizaines de tonnes. Le métal cède légèrement, s'étire, s'adapte. Ensuite, en descendant et atterrissant, la pression s'égalise et le fuselage revient à son état original. Ce cycle, répété des milliers de fois, est celui qui génère les micro-fissures. Imagine maintenant deux avions jumeaux. L'un, un Airbus A330 qui fait des routes transatlantiques. New York-Londres, aller et retour. Cela sont 2 cycles par jour. L'autre, un A320 qui fait des routes de court rayon. Madrid-Barcelone, Barcelone-Palma, Palma-Madrid, Madrid-Séville. Cet avion accumule 4, 5 ou 6 cycles quotidiens. Au bout de 10 ans, l'A330 aura environ 7000 cycles. L'A320, en revanche, tournera autour de 18 000. La fatigue accumulée est plus du double. Les avions de cargaison, pour leur majorité, sont comme l'A330. Vol long, peu de cycles. Même les cargos qui font des routes domestiques aux États-Unis ont l'habitude d'opérer dans le modèle nocturne d'un seul cycle. Ils sortent de leur base l'après-midi, volent au hub et reviennent de bon matin. Un cycle par nuit. 365 cycles par an. 10 ans, 3650 cycles. Un avion commercial de court rayon peut dépasser ce chiffre en moins de 3 ans. Le paradoxe de l'acier vieux se résout avec des mathématiques simples. Ce n'est pas que le métal soit plus résistant, c'est qu'il a vécu moins de vies intenses. La maintenance, la religion qui égalise tout. Mais même avec moins de cycles, un avion de 40 ans reste un avion de 40 ans. L'aluminium vieillit, les systèmes s'usent, les câbles se dessèchent. Comment est-il possible qu'ils continuent à voler en toute sécurité? La réponse est un mot qui en aviation se prononce avec des majuscules. Maintenance. L'industrie aéronautique a un système de révision si strict et profond que d'une certaine manière, un avion bien maintenu peut être plus neuf qu'un mal entretenu avec la moitié d'année. Il existe plusieurs niveaux de révision, connus par lettres. Les checks A et B sont les plus fréquents, tous les quelques mois, et se concentrent sur des révisions visuelles, des changements d'huile, des vérifications de système. Mais ceux qui importent réellement pour la longévité sont les checks C et D. Un check C est une révision majeure qui peut durer des semaines et nécessite de démonter une partie de l'avion pour inspecter des structures cachées. Et ensuite il y a le check D, aussi connu comme révision de grande maintenance ou overhaul. Dans un check D, l'avion se démonte presque complètement. On retire les sièges, les panneaux intérieurs, les systèmes de cuisine, les toilettes. Le fuselage se vide jusqu'à rester comme un grand tuyau de métal. Alors, des équipes d'inspecteurs parcourent chaque centimètre carré avec des loupes, des liquides pénétrants, des rayons X et des ultrasons, cherchant n'importe quel indice de fatigue ou corrosion. Les ailes se démontent partiellement pour inspecter les longerons. Les moteurs sont envoyés à des ateliers spécialisés où ils se dépiotent pièce par pièce. Un avion de cargaison de 30 ans est passé par plusieurs checks D tout au long de sa vie. Dans chacun, n'importe quel composant qui montrait le moindre signe d'usure a été remplacé.
Les parties du fuselage qui ont accumulé plus de cycles, comme la porte de passager, qui ne s'utilise plus, ont été inspectées avec un zèle obsessif. Le résultat est que, bien que l'avion ait des décennies, son intégrité structurelle est comparable à celle d'un beaucoup plus jeune. La maintenance agit comme un égaliseur, nivelant les différences que le temps et l'usage ont créées. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'argent investi dans la sécurité. Et dans le monde de la cargaison, où un avion arrêté est de l'argent qui ne rentre pas, l'investissement dans la maintenance est la priorité absolue. La religion du check-day est ce qui permet que ces géants de métal continuent à rugir dans la nuit, défiant la logique du calendrier. La pression économique, quand l'avion ne peut pas s'arrêter. Derrière chaque décollage nocturne, il y a une calculatrice fonctionnant sans repos. Un avion commercial de passagers de long rayon, comme un Boeing 777, peut voler entre 12 et 14 heures quotidiennes sur des routes transcontinentales. Mais sa journée a des limites naturelles, les horaires des aéroports, les rotations des équipages, la demande des passagers qui préfèrent voler de jour. Quand cet avion atterrit et se stationne, il commence à perdre de l'argent. Chaque minute au sol est un actif qui ne génère pas de revenus. Dans le monde de la cargaison, l'équation est différente. Un cargo typique opère dans une fenêtre nocturne de 8 à 10 heures, mais à l'intérieur de cette fenêtre, l'intensité est maximale. Il n'y a pas de temps mort. L'avion décolle, vole vers sa destination, décharge, recharge et décolle de nouveau si la route le permet. La pression économique est féroce parce que les contrats de livraison urgente n'admettent pas de retard. Une entreprise comme FedEx ou UPS ne peut pas se permettre qu'un avion soit retardé pour maintenance préventive ou par des décisions conservatrices. Cela ne signifie pas qu'ils volent avec des problèmes, sinon que la planification est si millimétrique que n'importe quelle déviation a un coût immédiat et tangible. L'amortissement de l'actif joue aussi un rôle crucial. Une compagnie aérienne de passagers achète un avion neuf et prévoit de l'avoir dans sa flotte durant environ 20 ans, après lesquels elle le vendra ou le convertira en cargo. Durant ces 2 décennies, elle cherche à maximiser le nombre de sièges vendus par kilomètre volé. C'est un business de volume et d'image. Les avions neufs attirent les passagers. En revanche, une entreprise de cargaison achète des avions qui ont déjà accompli leur vie commerciale, souvent avec 15 ou 20 ans de service, et les convertit pour continuer à voler encore 20. Le coût d'acquisition est beaucoup moindre, mais le coût opératif par vol doit être très bas pour que le business boucle. Cela signifie que chaque vol doit porter le poids maximal possible, même si cela implique de décoller depuis des pistes plus courtes, avec plus de carburant que nécessaire au cas où il faille se dévier, ou s'affronter à des conditions météorologiques qu'un avion de passagers éviterait par protocole. La marge de bénéfice sur un vol de cargaison peut être de quelques centaines de dollars, et cela oblige à presser chaque gramme de rendement de l'avion. Ce n'est pas de la témérité, c'est une nécessité économique pure et dure. Le passager qui ne se plaint jamais, la marchandise comme avantage. Maintenant, nous arrivons au cœur de la différence philosophique entre les deux mondes. Dans un avion de passagers, chaque manœuvre est limitée par la présence d'êtres humains. Un virage serré, une approche prononcée, un décollage avec régime de montée maximum, tout cela génère de l'inconfort, de la peur et, dans des cas extrêmes, des lésions. Les passagers ne sont pas seulement le motif du vol, ils sont aussi sa principale restriction. Les compagnies aériennes investissent des millions pour faire que le vol soit doux, que les décollages soient progressifs, que les atterrissages soient presque imperceptibles. L'expérience du passager est un produit qui se vend. Dans un avion de cargaison, ce produit n'existe pas. Le passager est un ensemble de palettes de marchandises sécurisées avec des filets et des rails. Il ne ressent pas de vertige, il ne se plaint pas du bruit, il n'appelle pas une hôtesse parce que le vin est trop froid. La seule préoccupation est que la cargaison arrive intègre et à temps. Cela ouvre un éventail de possibilités opératives que les pilotes commerciaux peuvent seulement rêver. Par exemple, les approches prononcées. Dans des aéroports compliqués comme celui de Londres City ou celui de Lugano, les avions commerciaux doivent suivre des sentiers de descente très doux pour ne pas incommoder les passagers. Un cargo peut se permettre de descendre avec un angle beaucoup plus grand, économisant du temps et du carburant, pourvu que la piste le permette et la cargaison soit bien fixée. La même chose arrive avec les décollages avec maximum régime de montée. Quand un avion de passagers décolle, le pilote a l'habitude de réduire la puissance peu après avoir quitté le sol pour que la montée soit plus douce et silencieuse pour les voisins de l'aéroport. Un cargo, spécialement s'il porte une cargaison lourde et a besoin de gagner de l'altitude rapidement pour contourner des montagnes ou éviter des tempêtes, maintiendra la puissance au maximum jusqu'à atteindre l'altitude de croisière. L'avion vibre, les moteurs rugissent, mais à la cargaison cela est égal. Même dans des situations d'urgence, la différence est abyssale.
Un avion de passagers qui rencontre une turbulence sévère doit réduire la vitesse et chercher une altitude plus stable pour protéger les passagers de lésions. Un cargo, si la cargaison est bien fixée, peut traverser la même turbulence sans réduire autant la vitesse, parce que la seule limite est l'intégrité structurelle de l'avion, qui est la même que celle du commercial. L'absence d'êtres humains fragiles dans la cabine de passage convertit le cargo en une machine plus libre, plus agressive, plus efficiente. La limite n'est pas marquée par la peur, mais par la physique. La danse avec la météorologie est le « je peux » ou « je ne peux pas ». La nuit n'est pas seulement silence et obscurité, elle est aussi la scène où la météorologie se convertit en un adversaire plus imprévisible. Les avions de cargaison, par leur propre nature, s'affrontent à des conditions que ferait que n'importe quelle compagnie aérienne de passagers paralyserait ses opérations. Des tempêtes isolées qui apparaissent sans préavis, des vents de travers proches de la limite, des bancs de brouillard qui réduisent la visibilité à presque zéro. Pour un vol commercial, ces conditions sont un motif de déviation ou annulation. Pour un cargo, elles font partie du travail. Pourquoi cette différence ? Premièrement, parce qu'ils ont la flexibilité d'attendre. Un avion de passagers avec 200 voyageurs à bord ne peut pas tourner indéfiniment en attendant que le temps s'améliore. Le carburant est limité et la patience des passagers aussi. Un cargo, avec sa cargaison sécurisée et sans personne à qui rendre des comptes plus qu'à sa propre entreprise, peut se maintenir dans un circuit d'attente le temps nécessaire ou se dévier vers un aéroport alternatif et attendre là que les conditions s'améliorent. Il n'y a pas de pression par l'expérience du passager. Deuxièmement, parce que leurs systèmes et entraînements sont calibrés pour ces scénarios. Les avions de cargaison modernes portent les mêmes radars météorologiques que les commerciaux, mais les pilotes sont entraînés pour les interpréter de forme plus agressive. Ils savent exactement où est le noyau d'une tempête, quel bord est moins turbulent et comment la contourner avec le minimum de déviation. En plus, beaucoup de cargos conservent des systèmes de navigation et communication qui leur permettent d'opérer dans des aéroports avec des aides minimales, quelque chose que les avions commerciaux les plus modernes, dépendant du GPS et des signaux de terre, ne peuvent pas faire. Troisièmement, et peut-être plus important, la prise de décision est différente. Dans un avion de passagers, la question face à une tempête est « puis-je la traverser sans que les passagers souffrent ?» Dans un cargo, la question est « puis-je la traverser sans endommager la cargaison ni l'avion ?» Ce sont deux questions très distinctes. La première inclut un facteur humain imprévisible et sensible. La deuxième est purement technique. Et quand la réponse technique est « oui », le cargo continue en avant pendant que le commercial fait un détour de 100 km. Ce n'est pas que le cargo soit plus courageux, c'est que son équation de risque n'inclut pas la variable de la peur. La prochaine fois que tu écouteras la rumeur d'un avion au petit matin, pense à ce qu'il porte. Peut-être est-ce la pièce de rechange qui fera fonctionner l'ascenseur de ton immeuble, ou le livre que tu as commandé sur Internet, ou le traitement médical que quelqu'un nécessite demain. Ce bruit n'est pas un désagrément, c'est le battement de l'économie globale fonctionnant à plein rendement.